Donc, bonjour et bienvenue dans ce podcast Vibration qu'on enregistre aujourd'hui chez Honorati, un traiteur italien qui est rue Armand Carrel dans le 19e, qui est hyper bon, je vous conseille, et où travaille notre amie Flavie, une grande amie de Nina, comme Mazarine. Et aujourd'hui, donc, mon invité, c'est Mazarine. Salut Alexis. Salut. Et je voulais parler. D'abord, je t'ai invité parce qu'on se connaît bien. On connaît super bien tes parents, c'est des grands amis. Ta maman qui est notre prof de yoga. On a fait des stages de yoga, justement. On a fait des voyages ensemble. Tu es venu nous voir à Salina, dans cette superbe villa. On a bien mangé. D'ailleurs, voilà, d'où le lien avec l'endroit où on est. On vient C'est de clair. déjeuner. Donc, moi, je voulais t'inviter parce que toi, tu fais un métier, tu es en train de te former sur un métier qui est passionnant. Et quand on parle, c'est vraiment, on sent que ça te fait kiffer, voilà, pour dire le terme. Et ça serait intéressant que tu nous dises un peu euh, ton parcours. Voilà, comment tu as trouvé ce parcours, ce métier qui n'est pas très, très connu, qui est conseillère pénitentiaire d'insertion et de probation. Exactement. Je l'ai bien dit. Ouais. C'est PIP. Et voilà, c'est pour ça qu'on est là. On va parler plein d'autres choses aussi. Et voilà, juste pour les gens qui ne te connaissent pas, ça m'intéressait que tu parles un peu de qu'est-ce qui te passionne, qu'est-ce qui t'enthousiaste en général dans la vie. Bah écoute, c'est une question qui est intéressante en vrai. On est mort de rire parce qu'on vient de recommencer la question, mais tu peux dire autre chose. Bah en vrai, je vais partir du lapsus que j'ai fait tout à l'heure. Ouais. Tout à l'heure, j'ai dit que dans la vie, ce qui était important déjà, c'était de vivre au lieu de dire vivre. Ouais. Enfin bon. Et du coup, Vibrer. Vivre. Ouais. Pour moi, ça passe par plein de choses. Ouais. C'est vrai que je suis quelqu'un qui fait beaucoup de choses et j'aime beaucoup découvrir. Ça passe beaucoup par la danse et le chant que j'ai... Découvrir. Ouais. Là, tu l'as pas dit tout à l'heure. C'est vrai. Ouais, et que je fais depuis petite. En fait, la danse et le chant, ça m'accompagne tout le temps. Parfois, je dis que je danse au lieu de marcher et que je chante au lieu de parler. Enfin, vraiment, c'est moi, quoi. C'est naturel. Ouais. Et donc ça, c'est hyper important. C'est aussi quelque chose qui me relie beaucoup à ma famille. Tu disais tout à l'heure, donc ma mère est prof de yoga, donc moi j'ai fait du yoga aussi, ma sœur aussi, mon père en fait. Et ma sœur, elle, est danse thérapeute. Je fais partie d'ailleurs de son association. Et donc, en fait, voilà, la danse et l'art de manière générale, je pense que c'est quelque chose qui est vraiment au cœur de nos vies et au cœur de ma vie. Et c'est très important pour moi. Y a un gros lien avec ce que je fais professionnellement, mais on en reparlera sûrement. Parce que, au final, je pense que j'ai réussi à trouver un peu un équilibre entre un domaine professionnel qui me plaisait énormément, où ma curiosité était hyper attisée et que j'avais très envie de découvrir, et en même temps ce bagage un peu artistique qui a toujours un peu fait partie de ma vie. Et dans ton métier, on en parlera après, tu penses qu'il y a le côté artistique, tu continues à le développer en fait, hein, tu continues à le porter avec toi. Ouais. Je pense que mon métier, on l'exerce chacun et chacune d'une façon très singulière selon la personne qu'on est. Parce que c'est un métier où l'humain, il est central. Et moi, j'espère, ou en tout cas, où je milite pour le fait que j'exerce mon métier comme je souhaite et comme je... Enfin, je sais pas comment dire, pour que ça ait le plus de sens pour moi. Et en fait, ça sera forcément empreint de ces passions-là que j'ai, de tout ça, quoi. Pour moi, c'est coexistant. Au-delà du fait que concrètement, après, il y a aussi des actions culturelles, etc., dans le domaine dans lequel je travaille, qui est particulier. Parce que on peut embrayer directement sur comment tu as trouvé cette voie. Même si, comme on a déjà un peu parlé, je vois
Enfin, je garde de côté la petite question, si c'est le côté artistique, le côté humain, créatif, ouais, comment ça se développe dans ton métier. Et d'abord, toi, depuis que tu avais, je sais pas, 15-16 ans, et tu as commencé à peut-être à réfléchir à qu'est-ce que tu voulais faire jusqu'à maintenant, c'est quoi le déroulé en fait? Est-ce que c'était une ligne droite? Tu savais ce que tu voulais? Ou est-ce que c'était des petits chemins? Ou est-ce que c'était un peu un chemin un peu au hasard, de l'intuition? C'est quoi ce chemin? C'était pas une ligne droite. Ouais. Clairement, on était beaucoup plus sur des courbes. Euh, bah, en fait, donc, comme je disais, donc moi j'ai fait un parcours scolaire un peu classique, mais j'avais la danse et le chant qui étaient hyper présents parce que j'étais en classe horaire aménagée. Et du coup, je faisais vraiment des dizaines d'heures de danse et de chant par semaine. C'était très important pour moi. Et j'ai réussi à le garder jusqu'à la terminale. Ça m'a beaucoup accompagnée. Et en fait, quand j'ai commencé à réfléchir un peu à mon orientation post-bac, je savais pas trop où m'orienter parce que j'avais un peu envie de faire de la danse et du chant ma vie, en vrai. Enfin, en tout cas, je me suis autorisée à me dire est-ce que ça pourrait. Et en même temps, c'était pas non plus hyper limpide et j'avais aussi beaucoup d'autres envies. Et dans mes autres envies, j'avais d'autres capacités. Parfois, oui. on est obligé de faire des choix parce qu'on a le choix entre peu de choses. Oui, en fait, j'étais bonne à l'école. J'avais eu un super bac littéraire. J'aimais trop ce que je faisais. Et du coup, il fallait que je trouve aussi l'orientation qui respecte le mieux aussi mes envies à ce moment-là, etc. Et donc, j'ai vraiment pris le temps. Je me suis autorisée à réfléchir à tout ça. Et finalement, je me suis dit, la danse et le chant, ça a toujours été, fait partie de ma vie. Ça le sera toujours. Je pense que pour ma voie professionnelle, je voudrais aller ailleurs. J'avais pas forcément envie de faire ce lien entre, du coup, mes plaisirs, tu vois, mes passions, mes plaisirs, avec mon métier. Ouais. Et donc, t'avais peur que ça dénature ta passion? Je pense que j'avais pas envie que ça vienne... J'avais peut-être envie de garder ça comme un vrai plaisir. Je sais pas comment dire. Ouais, c'était plus sain pour moi, tu vois, de le garder un peu... et que ça soit pas la source de mes revenus, que ce soit pas ça à tout prix qui fait qu'ensuite j'ai un métier stable ou quoi. Et au-delà de ça, j'avais vraiment très envie de découvrir d'autres choses. Donc j'ai un peu réfléchi à faire une prépa littéraire. Et finalement, j'avais envie de découvrir ce que c'était le droit. Parce que le droit, c'est un peu un grand mot. Plutôt que de t'enfermer sur une chose, choisir une voie, peut-être là, t'as ouvert plusieurs choses. Quoi. Ouais, exactement. J'ai tout envisagé. T'as ouvert les voies. Et en fait, au final, je suis allée vers le truc que je connaissais pas. Donc le droit. Et c'était plutôt un bon choix. Et je l'ai fait. C'était droit et prépa en même temps. Ça, un double. Oui, c'est ça. En fait, ce double cursus-là, d'avoir eu la fac de droit et la prépa, me permettait d'avoir plein de matières. J'ai découvert le droit, mais en fait, j'avais encore des langues, de la philo. Et ça, c'était important pour moi aussi, de pas non plus m'enfermer dans une voie où je savais pas trop ce qui m'attendait, tu vois. Parce que, contrairement à pas mal de personnes, moi, je faisais pas droit pour faire quelque chose. Enfin, moi, dans mes amis, j'ai plein de personnes qui ont fait droit parce que ça faisait 5 ans qu'elles savaient qu'ils voulaient faire du droit et que c'était pour être avocat ou avocate. Un espèce de truc, pour le coup, hyper tracé. Moi, j'étais juste très curieuse de savoir ce que c'était, mais je savais pas ce qu'il y avait derrière. Et je savais que ce qu'on nommait... Et t'avais pas de gens proches qui travaillaient dans le droit? Non, pas du tout. C'est ça. Et être juge, être avocat, en fait, c'est les deux seules professions. T'as l'impression que c'est les deux seules professions qui existent. Tu vois, quand tu fais du droit. Mais en fait, pas du tout. Et ça, je trouve ça aussi hyper important de se le dire, quoi. Enfin, tu peux faire beaucoup de choses après le droit et t'es pas obligé de rester dans cette espèce de carcan un peu qu'on vient te servir. Enfin, faut aussi s'ouvrir et continuer à s'ouvrir et à découvrir et tout ça. Ouais. Et ce choix-là, tu l'as fait aussi pour découvrir. Le premier mot que tu as dit, c'était découvrir. Donc tu voulais continuer à découvrir des choses. Un peu ça. Et donc là, ça fait
Ça fait jusqu'à la licence, j'imagine, le droit. Ouais. 2 ans de prépa et après la 3e année, c'était que le droit. Exactement. En fait, tu as déjà éliminé tu avais passé les concours, je crois. Mais Oui. après, tu as gardé le droit. Et ensuite, j'ai gardé le droit parce que c'était ce qui me plaisait le mieux. Ouais. Puis, j'ai continué en master. J'ai fait mon master 1, mon master 2. J'ai fait un master de droit privé général. C'est le master le plus large où tu as autant de droit civil que de droit pénal. Ouais, donc tu restes avec les portes assez ouvertes. Hein. Complètement. Ouais. Et ça te peux faisait pas choisir, de pas trop savoir où tu allais, donc tu n'étais pas non plus inquiète Non, par rapport à ça, pas trop. Enfin... Mais tu continues à te poser des questions. Qu'est-ce qui me plairait Oui. Ou alors parfois on est dans ces bouquins, on étudie un peu de façon scolaire et on se dit je me poserai la question plus tard. Ouais, ça c'est une réalité quand tu as beaucoup de travail à la fac et tout, parce que aussi, c'est quand même hyper intense. Il y a un peu ça. T'as pas forcément tu raisonnes au prochain partiel, etc. Ouais. Exactement. Pour te dire, mais en fait, qu'est-ce que je vais faire dans 3 ans en terminant mon master 2 Mais bon, du coup, la vie elle est bien faite parce que pendant mon master 2, j'ai fini par savoir ce que j'allais faire après. Et ça s'est fait un peu avec des petits hasards. Donc, en gros, c'était un master très général, mais je pouvais choisir un peu des options. Et j'ai choisi un cours qui s'appelait Pratiques socio-éducatives. Et je ne savais pas trop ce que c'était, parce que le titre, en vrai, il colle pas non plus vraiment à la réalité, d'ailleurs. Pratiques socio-éducatives, ouais. Je trouve pas que ça amène... En fait, il s'avère que ce cours était un cours vraiment sur le métier que j'exerce aujourd'hui, sur CEPIP. D'accord. Parce que mon prof était CEPIP. C'est ça que ça voulait dire. Et qu'il a orienté... Sauf qu'ils l'ont pas dit, ils l'ont dit avec des termes comme ça. Ouais, un truc plus global, peut-être, pour donner envie à une majorité de personnes, etc. Et du coup, je prends cette option, donc je rencontre ce CEPIP, etc. Et en fait, ça a fait un lien aussi avec quelques mois auparavant. J'étais allée voir une conférence sur les peines alternatives à l'incarcération, parce que sans jamais penser que ça allait être ma vocation professionnelle, ça m'a toujours intéressée. Enfin, la prison, ça m'a toujours intéressée. C'était en dehors de la fac ? C'était en dehors de la fac. Ouais, c'était pas... Ouais, carrément. C'était sur mon temps libre. J'y suis allée avec des amis. Et en fait, je sors de cette conférence et je tombe sur un projet qui a été mené par des personnes détenues à la maison d'arrêt de Nanterre, en lien donc avec la partie détention et avec le SPIP. D'accord. C'était un projet culturel où les personnes avaient écrit des textes et mis en musique ces textes et qui étaient là, à la fois... qui étaient retranscrits à ce moment-là. Et en fait, ça m'a énormément touchée. Il y a la coordinatrice socioculturelle de la prison qui était présente et une directrice pénitentiaire. Et donc, en fait, je discute avec elle. Ah ouais, après la conférence, t'as été... Ouais. En fait, je suis tombée dessus et vraiment, je me suis dit, mais c'est incroyable. Et à ce moment-là, je cherchais un stage que je devais faire où je voulais, en fait. Et moi, j'arrivais pas trop à trouver mon stage. Parce que j'avais déjà fait un stage en cabinet d'avocat, j'avais déjà fait un stage en tribunal. Et je savais pas trop où est-ce que je voulais aller. Et donc, je dis à cette directrice que j'aimerais avoir un stage et tout. Elle me dit, postule à la maison d'arrêt et si je peux te prendre, je te prends. Et... le jour même, j'ai envoyé tous mes trucs alors que j'arrivais pas à les écrire, que j'étais hyper en train de procrastiner mes trucs. Et en fait, ça s'est fait hyper rapidement. Elle m'a dit, je te prends et tout. Et en fait, ce stage, c'était incroyable. Ça a été un peu la révélation. Ouais. Parce que il y avait plusieurs choses qui s'alignaient, en tout cas, entre toutes les choses que tu aimais ou que tu voulais faire. Et puis, clairement. Du coup, et puis la découverte d'un nouveau... métier que carrément d'un nouveau métier. En fait, ça m'a ouvert une espèce de porte et je pensais pas qu'il y avait tant de choses derrière. Et je pensais pas aussi que ça allait autant me plaire et correspondre à mes attentes à tout point de vue. Et donc là, j'ai découvert le métier de CEPIP. Voilà. Du coup, CEPIP, c'est conseillère pénitentiaire. Il faut d'abord que tu expliques un peu ce que c'est, parce que les prisons, c'est un monde en fait qu'on connaît pas. Mais en plus, on n'entend vraiment pas du tout beaucoup parler. Les seules images qu'on a, c'est les séries. Exactement, qui sont pas forcément toujours très réalistes. C'est vrai que parfois, au quotidien, je me rends plus trop compte à quel point c'est particulier, tu vois, comme domaine, comme sphère. Et c'est toujours... moi, je suis
souvent dans la pédagogie par rapport à mon métier et c'est important parce qu'il faut que chaque fois ça que tu rencontres soit quelqu'un de de plus nouveau, en tu plus dois connu. ce qu'on fait là, tu dois un peu le réexpliquer. Ouais. Et ça Pourquoi, m'arrive vraiment au quotidien. Qu'est-ce que tu fais au quotidien? Tout à fait. Et du coup, je travaille au SPIP, donc c'est un service pénitentiaire d'insertion et de probation qui est rattaché au ministère de la Justice et à la direction de l'administration pénitentiaire. Les SPIP, tu en as dans toutes les prisons et tu as aussi des antennes de milieu ouvert qui vont donc... C'est un service d'accompagnement des personnes condamnées, qu'elles soient incarcérées ou qu'elles soient suivies dans d'autres formes de peine en milieu ouvert. Soit ça suit des gens qui sont incarcérés, soit des gens qui sont... entre guillemets, à l'extérieur des... Exactement, en milieu ouvert, mais qui ont quand même une mesure judiciaire. Les personnes qu'on prend en charge, on les appelle les PPSMJ, c'est personnes placées sous main de justice. C'est un peu le terme générique qui permet de parler d'une personne condamnée sans toujours ramener à la condamnation en elle-même. Condamné, Exactement. PPSMJ. C'est ça. Et qu'il soit à l'intérieur ou à l'extérieur? Milieu ouvert ou milieu fermé? C'est plutôt le nom générique. Ah, le nom générique pour tout. C'est le nom générique, mais on l'utilise plus en milieu ouvert. D'accord. Parce que en fait, quand tu es en milieu carcéral, tu peux vite dire une personne détenue. Ce qui est aussi important de nommer, parce que c'est une réalité et c'est une réalité très particulière. Et ces personnes-là, elles ont une liberté qui est extrêmement, contrainte. Et en fait, nous, notre métier, il est hyper important pour pouvoir permettre à ces personnes-là de garder des droits. C'est quoi ton métier? Et du coup, les deux missions principales du SPIP, la première, c'est la prévention de la récidive. C'est la plus importante et moi, c'est cette mission-là qui fait que mon métier, il me passionne autant et que chaque jour, que chaque journée ne se ressemble pas. Concrètement, je rencontre au quotidien les personnes placées sous main de justice et je viens travailler avec elles. Je viens évaluer en fait un risque de récidive. Il y a beaucoup de recherches, notamment qui viennent du Canada. Il y a des règles européennes de l'approbation, des règles européennes pénitentiaires qui donnent un peu des directions pour la prévention de la récidive en France. Et le but, c'est vraiment de venir travailler dans l'accompagnement avec les personnes, de remettre ça en fait dans un parcours de vie, dans un contexte, dans un environnement, etc. Pourquoi à un moment donné la personne elle pose des actes délinquants, pourquoi elle vient contourner la loi, pourquoi elle vient transgresser la loi, et c'est un peu réfléchir en fait à comment entrer dans la désistance. Et ça c'est un mot hyper important, la désistance. Désistance, j'ai bien entendu. C'est vraiment s'éloigner petit à petit d'une carrière délinquentielle en fait. Et globalement, moi j'ai un peu plein d'outils, plein de choses aussi, de principes. Et je viens discuter avec les personnes pour essayer de faire en sorte qu'elles s'éloignent et des soucis judiciaires et de la délinquance de manière générale. D'accord. Ça, c'est quelque chose qui se fait à partir du moment où les gens rentrent en détention, dès le premier jour. Je crois que c'est parce qu'on peut imaginer que la réinsertion, ça se fait une semaine avant que les gens partent. Tu vois, un truc. J'imagine que c'est trop tard. Complètement. Ça se fait dès le début. Oui, une personne condamnée, qu'elle soit incarcérée ou en milieu ouvert, elle a un ou une conseillère pénitentiaire depuis le début de la peine. Tout le monde en a un. Complètement. Ouais. Nous, on travaille en fait sous mandat judiciaire. On travaille avec le service d'application des peines. Donc, on est en lien tout le temps avec les juges d'application des peines. Et l'idée, c'est que le juge d'application des peines, il vient individualiser la peine. Nous, on vient aider à sa bonne exécution et travailler cette réinsertion et cette prévention de la récidive. Parce qu'on rencontre concrètement les personnes. Oui, c'est vrai. Ouais. Et en fait, moi, dans mes missions, il y a à la fois rendre compte au juge de comment se déroule la mesure. Il y a un côté assez... il y a un côté exécution des peines, rappel du cadre de la loi qui est nécessaire. Ça, c'est une posture. Ça, c'est une posture, exactement. Et l'autre posture, ça va être beaucoup plus l'accompagnement.
Et du coup, tout à l'heure, je te disais, il y avait 2 missions. Il y a la prévention de la récidive. La deuxième, c'est la réinsertion. Ouais. Et en fait, dans cet accompagnement-là, la prévention de la récidive, c'est mes missions à moi. D'accord. C'est ce pourquoi je suis formée et c'est vraiment mes compétences professionnelles. La réinsertion, moi, je vais orienter les personnes pour que la réinsertion du point de vue social, de l'hébergement, professionnel, du soin, et ben que les personnes elles soient orientées vers les bons professionnels. D'accord. Mais ça ne sera pas toi qui fera. Et ça ne sera pas moi. Ça ne sera pas un CEPIP en tout cas. Exactement. Nous, en fait, on a un peu plein de casquettes. Et il y a plein de fois où on nous dit mais c'est quoi la différence entre ton métier et psychologue Bah oui. Et en fait, J'ai évidemment l'impression qu'il y a plusieurs postures. Ouais. Complètement. Mais le mode de posture... Qui peut peut-être changer en fonction de comment la personne réagit, comment elle se Mais sent. clairement, il est fondamental. Enfin, c'est pas pour rien qu'on a une formation de 2 ans. C'est qu'en fait, notre posture professionnelle, elle est hyper importante. Ouais. Et le référentiel des pratiques opérationnelles, c'est un peu notre Bible, où on parle vraiment juste de ça, de on retrouve le mot pratique, d'ailleurs. Oui. Dans les pratiques socio-éducatives, exactement. On retrouve le mot pratique. Ouais. Et en fait, c'est vraiment quelle orientation tu vas donner depuis le premier jour, depuis l'accueil de la personne. Quelle posture tu renvoies. Et bon, après, c'est plein de mots qu'il faudrait expliquer, décortiquer, mais tu vois, pour être un peu dans un modèle prosocial, c'est en fait, si tu accueilles une personne en étant à la fois chaleureux, et en même temps en mettant un cadre, et en même temps en étant à l'écoute, en fait, ça pose aussi la clarification des rôles, de qu'est-ce que la personne elle peut attendre de toi en tant que professionnel. Et ensuite, moi, ça me permet aussi de mettre les bases de mon suivi et de savoir ce que la personne... donc ce qu'elle attend de moi et moi ce que j'attends d'elle. Et en fait, ça permet à la fois de poser un cadre, parce que c'est un cadre judiciaire qui est en plus hyper particulier, dans le cadre pénitentiaire, et en même temps de se dire qu'il va y avoir à un moment donné une alliance de travail qui va se créer, parce que c'est que comme ça qu'on travaillera. Ouais. Et l'alliance, elle se base justement, elle est possible parce qu'il y a un cadre. Exactement. Sur un objectif. Moi, je trouve que ça passe beaucoup aussi par la transparence. Ouais. Et c'est ce que j'adore, c'est que en fait, ce cadre et cette alliance de travail, elle sera toujours extrêmement différente selon les personnes que tu as. Parfois, on parle de réceptivité au suivi. Tu as des personnes qui ne comprennent pas pourquoi elles sont condamnées, qui ne comprennent pas du coup leur présence. Et du coup, c'est hyper important de pouvoir réexpliquer après tout un processus judiciaire, après une condamnation. En fait, si la personne, pendant tous ces mois et ces années, elle ne comprend pas pourquoi elle est condamnée, alors que du coup elle est jugée. Moi je suis plus là pour juger, tu vois, je prends la personne après. Et qu'en fait tu lui ouvres un espace d'écoute, bah, en fait on ouvre un peu une nouvelle page aussi, une nouvelle page dans ce parcours d'exécution de la peine qui est hyper important pour essayer, envisager, et moi c'est mon but, de réparer. Et en fait la prise en charge des auteurs, elle permet de réparer, elle permet de prendre en compte l'intérêt des victimes, elle permet de réparer la société aussi à une échelle beaucoup plus large, quoi. Et ça, pour moi, c'est hyper... c'est ça qui vraiment irrigue aussi le sens de mon métier au quotidien, quoi. Le fait de pouvoir réparer, en sens... Complètement. D'accord. Et dans le cas idéal, en fait, la réinsertion, ça va jusqu'à une réinsertion. Après, la personne, comment elle est suivie après? Comment ça fonctionne? Pour être sûr que ça dépasse un peu ce que tu disais, mais il faut comprendre le jeu. Alors, par exemple, si je prends un parcours... Bien sûr, tu ne vas pas raconter d'exemple de ce que tu as vu, par exemple... dans les schémas un peu... Au mois de septembre, j'ai une personne qui sort de 3 ans de détention, qui arrive en milieu ouvert à Paris. Donc, je commence à prendre en charge cette mesure. C'est dans le cadre d'un aménagement de peine, exactement, où le juge d'application des peines, par rapport à un aménagement de peine qui a été travaillé en milieu fermé, décide que la personne peut sortir en milieu ouvert. Donc, il y a toujours une mesure judiciaire, juste la personne, elle n'est plus incarcérée, elle va être suivie par la justice à l'extérieur. Moi, je prends en charge la mesure à cette étape-là. Donc, il y a déjà eu un travail qui a été fait pendant la détention. Il y a des rapports de mes collègues, moi, qui me sont transmis. Donc, je vois aussi ce qui a déjà été travaillé.
comment je vais pouvoir à la fois m'insérer dans un travail existant et moi rajouter aussi mon point de vue et mon évaluation de la personne à un instant T, puisque prendre en charge quelqu'un en milieu ouvert, c'est quand même pas la même chose que quand elle est en détention. Et le but, ensuite, dans cette prise en charge en milieu ouvert, c'est comme je te disais et comme tu viens de le dire aussi, de venir orienter vers les bons partenaires. De faire en sorte que la vie de la personne, elle se restabilise après 3 ans, 4 ans, parfois beaucoup plus d'incarcération. Et de faire en sorte qu'elle retrouve un logement, qu'on travaille le maintien des liens familiaux, que parfois il y ait des reprises de contact quand des personnes n'ont pas été visitées en détention, de reprendre une vie professionnelle si c'est possible, de continuer les soins. Les soins sont, dans la très grande majorité des cas, mis en place en détention. Il est absolument nécessaire, quand les personnes sortent, qu'il y ait une continuité de ce suivi-là. Quand tu dis les soins, c'est... Les soins, ça va être d'aller voir le psychologue ou un psychiatre, ou voilà, pour qu'il y ait vraiment un travail aussi sur le passage à l'acte. Évidemment, ça c'est individualisé, et toute personne qui passe en détention n'a pas forcément cette obligation de soins. Et donc ça, c'est hyper important de pouvoir le travailler. En fait, une personne qui entre même en détention, même si elle a été condamnée à 10 ans, tu travailles la préparation à la sortie depuis le début. Parce que c'est une personne qui, de toute façon, est vouée à se réinsérer plus tard. Et c'est là qu'il y a par rapport à des gens qui pourraient penser qu'il faut mettre les gens en prison, point. Là, c'est vraiment une autre posture, en tout cas celle que tu as, toi, de CEPIP. C'est de se dire, le but, c'est le jour où ils rentrent, le but, c'est qu'ils sortent, en fait. Exactement. Pour moi, c'est la seule façon. Bien dit. C'est parfait. C'est la seule façon pour moi de considérer, comme on disait tout à l'heure, sur la prévention de la récidive à l'échelle même de la société, de la prise en compte de l'intérêt des victimes. En fait, c'est que comme ça qu'il y aura un résultat. Tu ne peux pas condamner une personne. Et donc, évidemment qu'il y a une sanction. La peine, c'est d'abord une sanction. Mais ensuite... En fait, la peine, c'est la prévention de la liberté et rien d'autre. Une fois que ça c'est dit, il faut considérer que tout le travail que tu vas faire avec la personne, elle est importante. Elle est majeure. C'est rien d'autre, c'est pas autre chose. Et en fait, c'est la prison sans prise en charge d'une personne et d'essayer de comprendre et le parcours de vie et le parcours délinquentiel, etc. En fait, ça ne sert à rien. Parce que la personne, elle ne va pas essayer de faire un travail sur les faits, de travailler l'empathie pour les victimes, de travailler les conséquences de son acte à son échelle, à l'échelle de la victime, à l'échelle de la société. En fait, il faut évidemment venir travailler tout ça. Et ça, c'est vraiment mon rôle. C'est de venir décortiquer tout ça. Ouais. Et c'est en lien avec les psychologues Oui, nous on travaille vraiment en pluridisciplinarité. Ouais, d'accord. Il y a une espèce d'équipe un peu... Complètement. On travaille autant en fait avec absolument tous les partenaires qu'on juge nécessaires. Comme on fait des orientations. Par exemple, je vais dans la même journée avoir au téléphone le psychologue de cette personne. Je vais orienter vers la mission locale une personne qui aurait entre 18 et 25 ans pour essayer de travailler l'insertion professionnelle. Je vais avoir au téléphone une structure d'hébergement pour éventuellement réserver une place d'hébergement pour une personne qui sort de détention. C'est vraiment faire le lien entre tout ça. Et ça, moi, c'est ce que je trouve très intéressant aussi dans mon métier. C'est qu'on fait ensemble. C'est pas toujours facile, mais c'est que comme ça aussi que ça fonctionne. Oui, avec les moyens qu'on a, j'imagine. Ouais, complètement. Si je prends un peu de recul, hein, c'est intéressant que tu nous expliques comment ça fonctionne. Déjà, il y a vraiment, là, ce que tu dis, c'est pédagogique. Hein. Je pense que c'est important que ce soit entendu. Je me dis que ton métier, en fait, il part d'une conviction, en fait. La conviction que c'est possible. Il n'y a pas forcément beaucoup de métiers qui partent d'une conviction. Si, peut-être le métier de la santé, etc., bien sûr. Mais la conviction que c'est possible, parce que si tu ne crois pas que c'est possible pour peut-être 100% des gens, j'exagère un peu, là, je parle de quelqu'un qui est 100% convaincu que son métier, il peut fonctionner, malgré les coupures budgétaires, malgré, etc. Et là, on retrouve la force de conviction,
c'est le moteur principal du métier. C'est pas technique, c'est pas juste des outils. Ouais, c'est exactement ça. Hein. Et en fait, Et du coup, l'important d'aimer ce qu'on fait, enfin aimer au sens, je sais pas comment on peut le dire, mais en tout cas être convaincu. en fait, il faut y croire. Il y a du sens. Et que... Nous, on parle de la motivation au changement. Ouais. Mon travail, c'est parfois apporter du contre-discours, ouvrir un peu d'autres façons de penser, quand chacun et chacune, on a nos propres biais, nos propres histoires, etc. Et derrière, ce qu'on recherche, c'est le changement. Tu vois, c'est agir d'une autre façon, quand en fait, a priori, cette façon d'agir-là, elle n'a apporté que, voire beaucoup, de conséquences très négatives, que ce soit pour toi ou pour les autres. Quand tu commets quel changement tu parles ? une infraction. Ouais. Le changement de manière vraiment générale, en fait, nous, on considère que la désistance, donc le fait de s'éloigner d'un parcours délinquantiel, ça ne passera que par un réel changement je vois ce que tu veux dire. De la personne, tu vois. Ouais. Et en fait, du coup, c'est exactement ça. Il faut y croire, parce que parfois, tu y crois avant la personne elle-même. Ouais. Oui. Et pour aller dans le même sens et pour travailler dans le même sens. Et du coup, après, à l'échelle du dessus, c'est exactement ce que tu étais en train de dire aussi. Moi, j'y crois. En fait, si j'y crois pas, je vois pas trop comment je peux travailler et que mon travail soit efficace. Ouais. Parce qu'en fait, on parle d'humain. Et il n'y a aucune science exacte. Au tout début, je parlais de l'évaluation, de la prévention de la récidive, etc. Comme s'il y avait des outils pour noter les choses. Ouais. Moi, je pose un regard à un instant T avec des compétences que j'ai qui, en fait, prennent de la criminologie, de la sociologie, de la psychologie que j'apprends pendant ma formation. Mais en fait, tout ça, ça reste aussi très mouvant et ça change tout le temps. Et du coup, croire dans le changement, c'est fondamental, ouais. Bah, c'est peut-être la condition pour que ça se passe. Complètement. Après, il y a évidemment des exemples où tu te dis, j'ai beau y croire, parfois les parcours me donnent tort. Moi, dans mon effectif, j'ai des personnes qui ont été réincarcérées alors que on avait engendré un travail ensemble, etc. Et en fait, du jour au lendemain, tu vois que la personne est retournée en détention. Voilà. Mais c'est aussi ça. C'est un parcours qui est fait de rechutes. Et il faut le prendre en considération. Mais oui, moi j'y crois. On est un peu au cœur de plein de choses de la société qui sont un peu cachées, mais qui sont des... Bon, on pourra en parler longtemps. Hein. Ouais, c'est clair. On pourra en parler très longtemps. Tout à fait, c'est ce que tu disais aussi tout à l'heure, c'est qu'il y a des personnes qui ont l'impression qu'il faut qu'il y ait que la sanction, en fait. Nous, en tout cas, le SPIP, c'est pas du tout ce qu'on pense. Et en fait, c'est ce que les recherches montrent aussi, que c'est pas efficace. Donc, après, il n'y a pas que les SPIP. Il y a un côté politique, je crois qu'à partir du moment où on a commencé à intégrer, je crois, des choses d'apprentissage, d'école, des choses qui sont rentrées dans les prisons. Ouais, complètement. C'était des choix politiques. Alors c'est peut-être pas les mêmes maintenant. Mais... Oui, complètement. En fait, dans les années 80, on s'est rendu compte qu'une personne qui était en détention, elle avait juste les mêmes droits que n'importe qui. Et encore une fois, mis à part être privé de liberté, tu as encore le droit de vote, tu as le droit d'exercer ton autorité parentale. La liberté, c'est tout. Exactement. On va pas priver d'autres choses. De toutes les autres choses, le droit à l'éducation, le droit à l'information. Tout ça, c'est quand même hyper important. Et du coup, petit à petit, il y a eu l'éducation nationale qui est entrée en prison, la culture, etc. Et ça, pareil, c'est nécessaire. Il y a une super criminologue qui dit comment peut-on espérer réinsérer quelqu'un que l'on désinsère pendant tant d'années. Tu vois ? Comment tu peux espérer ça avec d'une personne ensuite pour désinsérer pour oui, exactement. En fait, pour le coup, je suis pas bonne en maths, mais je trouve ça très logique, quoi. Donc oui. Mais oui, tout ça, ça a à nouveau un lien avec des valeurs et avec des convictions, hein, ça c'est clair. On pourrait parler de politique aussi. Ouais, on pourrait. C'est pas trop mon fort non plus de parler de ce genre de choses-là, mais
Si je reprends la question qu'on a laissée de côté tout à l'heure, là, sur toi, ce qui t'intéresse, j'ai bien compris, et le côté créatif, parce qu'en fait, parce que tu vois aussi d'autres CPIP travailler, tu es encore en fin de formation, là, tu vois, tu as d'autres collègues. Hein. Toi, il y a bien un côté créatif quelque part dans ce que tu fais. Enfin, en tout cas, au moins dans la sensibilité de l'artiste, enfin, qui peut dans l'écoute ou quelque chose, non? Ouais, bah complètement. Ou alors, me trompe-je? Non, c'est complètement ça. Il va y avoir quelque chose d'assez subjectif dans le fait que chaque prise en charge, elle est singulière, parce que moi, je suis un humain, que je suis face à d'autres humains, et que parfois, ça va être... il va y avoir un lien, un contact, un lien de confiance, une alliance de travail qui va se faire. Et il y a une forme de créativité un peu, parce que moi, je vais mener mon entretien comme je suis, tu vois. Donc ça, c'est un peu subjectif, c'est un peu difficile à expliquer, mais il y a de ça. Après, il y a quelque chose de beaucoup plus concret qui est l'existence vraiment d'activités socioculturelles. Nous, dans les SPIP, que ce soit en prison ou en milieu ouvert, c'est hyper important pour nous, la réinsertion par la culture. Et en fait, moi, quand j'étais en stage à la Maison d'arrêt de Nanterre, il y avait eu... D'où le projet de la Maison d'arrêt de Nanterre, qui était sur... Oui, et sur la même semaine, il y avait eu ce projet-là. Il y a des choses de Il y théâtre, avait eu des... exactement un spectacle de hip-hop. Et en fait, tu vois les personnes transformées. Ouais. Alors, à chaque fois, ce qui est souvent reproché, c'est la visée occupationnelle. Mais en fait, comment croire que ce n'est que occupationnel de proposer à une personne détenue d'aller faire du hip-hop et ensuite de faire un spectacle derrière. Ouais. C'est un énorme travail sur l'estime de soi, sur la confiance en soi, sur le rapport à l'autre, sur le rapport au groupe, etc. Et nous, ça, c'est notre travail. Sur la reconnaissance, être reconnu, c'est tellement important. Valable, Exactement. Et pas juste quelqu'un qui est... Et ça, c'est juste hyper important. Donc moi, je pense que ça, c'est au cœur de mon métier aussi. Et donc, qui est de la culture en prison et même en milieu ouvert, c'est très important. Avant-hier, j'ai organisé ce qu'on appelle le Cinespip. C'est une projection d'un film. Fantastique, ouais. Et derrière, on en discute. En fait, il y a 8 personnes qui sont venues. On a présenté un film sur les troubles de la bipolarité. C'est un film du grand public qui est passé à Cannes il y a quelques années. Et après, la discussion était trop intéressante. Ouais. Et en fait, ces personnes-là, c'est des personnes qui, à un moment donné, en fait, n'auraient pas forcément vu ce film et qui sont contents d'être là. Et ça aussi, pour moi, c'est aussi le travail de parler dans un groupe, venir aussi renforcer ton tissu social quand tu es une personne qui est assez isolée. La culture et l'art, ça vient forcément à un moment donné toucher ça. C'est fou que ce soit à ce point-là central. Ouais, j'aurais pas pensé. Ouais. Après, moi, comme tu dis, on a peut-être la vision un peu... c'est peut-être ta vision. Ouais. En fait, moi, je trouve ça central parce que j'y crois. Tu vois. Il y a peut-être certaines de mes collègues qui seraient en mode proposer de venir voir un film d'1h30, d'en discuter... c'est pas non plus le truc qui va chambouler le parcours. Ouais. Mais en fait, t'en sais rien. Franchement, moi, il y a un projet qui est incroyable à la prison de Fresnes, qui s'appelle Fresnes sur scène. Chaque année, il y a un spectacle, il y a un atelier théâtre pendant 4 mois, il y a un spectacle à l'Odéon. En fait, les personnes détenues, elles le disent, que ça a révolutionné et changé leur vie parfois. Donc je me dis, si la prison, elle peut t'apporter presque parfois des nouveaux départs, des nouvelles passions, c'est au moins ça qu'on aura réussi. Oui, c'est ça, et si ça ne sert pas à ça, vraiment, ça ne sert à rien. Ouais, c'est intéressant. Mais du coup, c'est bien que je t'ai posé la question sur la créativité, parce que là, tu vois, on parlait de ton métier, et en fait, dans ma tête, j'imaginais des entretiens individuels, beaucoup, après des comptes rendus, des échanges avec les autres spécialistes, les juges, etc. Mais il y a aussi ces activités que tu peux mener en groupe. C'est exactement ça. Et là, tu es libre, en fait, de faire ce que tu veux. Libre. Tu proposes des choses, et c'est discuté, ça peut être accepté par... complètement. Par le directeur pénitentiaire, je sais pas comment. Mais c'est exactement ça. Si, on dirait que tu travailles avec moi. La prise en charge, elle est à la fois individuelle et elle sera toujours individuelle
plus le collectif, D'accord. quand c'est adapté par rapport au profil de la personne, etc. Et c'est assez important. Ouais. Parfois, il y a des groupes de parole, et ça permet vraiment aussi de faire un autre travail. Ça se complète beaucoup avec l'individuel, en fait. Ouais. Oh, bah, c'est super intéressant. Je ne sais pas trop quelle autre question je pourrais te poser, mais déjà, c'est très éclairant sur ton métier et qu'est-ce qui te fait vibrer dedans. J'avais une petite question là pour finir. On a à peu près 40 minutes là. J'ai vu que j'ai poussé le bouton enregistrer. C'est une question courte. Hein. Je me dis, mais quand je t'ai proposé d'enregistrer ce podcast, tu as répondu oui tout de suite. Ouais. Hein, et je me demandais si c'était quelque chose de naturel chez toi de dire, de voir les opportunités, de dire oui, de choisir rapidement. Je me souviens qu'il y a aussi Antoine là, qui t'avait fait chanter, t'as dit ah ok, on va chanter. Ouais. Oui, c'est vrai. Ouais. Bah, peut-être que Tu ça ne poses pas revient- 30 000 fois les questions, j'y vais pas, peut-être. Bah, au début du podcast, on a beaucoup utilisé le mot découvrir. Ouais. Et je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qui est hyper important pour moi. C'est de m'ouvrir aux autres pour apprendre de l'autre. Ça, c'est ce que aussi j'adore dans mon métier. Bah oui. En fait, parce que moi, je ne travaille pas sans ce que les personnes en face de moi me donnent Ouais. et m'apportent. Et cette relation humaine, je la trouve tellement précieuse. Et du coup, bah, oui, dans ma vie, quand il y a des personnes que j'aime qui me proposent des projets qui ont l'air chouettes, Ouais. ça me donne envie tout de suite. Ouais. Puis après, j'essaie de le caler dans mon emploi du temps parce que je Ouais. fais un peu 12 000 trucs en même temps. Mais à chaque fois, j'en suis trop heureuse. Et c'est surtout pour le moment de partage, Ouais. tu vois. Ouais. Donc là, Oui. quand ça regroupe un peu des choses que tu sens bien et tu Ouais. n'hésites pas trop. En fait, je dis un vrai oui spontané. Et ensuite, quand je réfléchis au projet, je suis en mode ah bah évidemment que c'est oui. Ah oui. Ça vient Après, conforter. parfois tu dis, bon, peut-être finalement j'ai dit oui trop vite. Bah pas souvent. Non. Ça m'arrive Ouais. peut-être. Ouais. Mais ouais. Non, la spontanéité et la découverte, Oui, puis je pense que t'as c'est aussi ça qui, T'as pas trop peur non plus. T'es plutôt. qui fait vibrer. Non, Toi, faut t'es pas plutôt avoir introverti ou extraverti? peur. Plutôt extraverti, je crois. Plutôt quoi. Hein. Ouais. Mais je sais être discrète. Ouais. Ça, c'est important. Et observatrice. Ouais, donc un peu des deux. Alors. Ouais, un peu des deux. Comme tout le monde. C'est trouver l'équilibre en vrai qui est bien. Ouais, moi je suis plus introverti, même si j'essaie de faire des podcasts. Et que tu peux danser tout d'un coup. M'intéresser, au milieu de... justement, c'est mon travail hein, à moi. Et pour conclure, j'avais une question à te poser. Alors je sais pas laquelle je vais te poser comme question, mais comme tu parlais qu'il faut y croire pour que les choses deviennent possibles, je pense que elle me plaît cette question. C'est d'après toi, qu'est-ce qui est possible et qu'est-ce qui n'est pas possible? C'est une question extrêmement ouverte. Bah là, on part sur une question philosophique. Hein. Bah ouais. Pour moi, ce qui est possible, Vous avez 3 heures. c'est toujours... en fait, c'est toujours de croire en ce qu'on a vraiment envie de réaliser, de faire et d'être. Je reviens un peu pour illustrer à une question que moi je pose aux personnes que je prends en charge. Souvent, je leur demande qui vous avez envie d'être. Et en fait, pour moi, ça c'est envisager tous les possibles de la question la plus fondamentale qu'il y a dans la vie. C'est qui tu as envie d'être dans cette vie, dans ce moment-là, tu vois. Et moi, c'est toujours une porte d'entrée qui fonctionne. Même si la question elle est un peu vertigineuse, se questionner sur qui on a envie d'être, c'est ensuite mettre en place tous les possibles. Ouais, j'aurais envie de dire ça, je crois. C'est chouette, c'est une belle réponse. Et ça fonctionne? Ouais, ça fonctionne. Il y aura toujours derrière un terreau de discussion, une petite ouverture, une petite brèche. Même s'il y aura du négatif à sortir, de la frustration peut-être. Toujours. Mais il y aura quand même des portes qui vont Et s'ouvrir. en même temps, ça remet l'humain au centre. C'est, en fait, je m'intéresse à toi et je m'intéresse à toi de manière sincère. En fait, moi, mon métier, c'est m'intéresser à l'autre et de trouver le lien authentique que je peux trouver
dans cette posture professionnelle qui est la mienne, mais c'est de trouver l'authenticité dans la relation que je tisse à l'autre. C'est ça qui me fait vibrer. Trop et bien. c'est ça qui me porte, et je pense me portera encore pendant longtemps. Ce renouveau aussi que ça apporte. Les interactions, les vraies interactions. Ouais, Oui, ça. trouver le vrai. Le vrai, ouais. Parce que parfois il y a beaucoup de dissimulation, parfois il y a beaucoup de pudeur, parfois il y a énormément de violence et de trauma qui aussi font que les choses elles ne sont pas dites, qu'elles ne l'ont parfois jamais été. Et moi je ne demande pas à ce qu'on me dépose tout sur la table, je demande à trouver un petit peu de vrai dans un parcours de vie qui a eu ces montagnes, quoi. C'est trouver l'authenticité dans la relation, c'est important. Et la transparence. Ah, c'est beau. Ouais. Super. Écoute, merci Manazarine d'être prêtée au jeu. Avec les plaisir. questions-réponses. Et moi, ça m'intéresse énormément. Et puis, c'est une vraie interaction qu'on vient d'avoir. Et oui, Hein. c'est clair. On y est. Un petit moment de vie vrai. Voilà. Merci à toi. Et merci à Honorati. Oui, pour cet accueil. Pour le très bon café. Merci à Nina qui nous filme. Merci Et à Flavie bientôt. qui nous a fait des lasagnes. Merci à Flavie qui est partie. Oui. Voilà. Bon, merci. Et on a dit merci 20 fois. À bientôt. Voilà.